messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver ce soir. Au programme de cette édition, retour sur l'affaire Epstein. Alors que Jack Lang a été contraint à la démission de l'Institut du monde arabe, les médias semblent vouloir réduire le dossier à de sombres histoires de gros sous. Nous irons ensuite en Roumanie. Après le rapport du Congrès américain sur l'ingérence de Bruxelles dans les élections en Europe, Călin Georgescu, le candidat patriote exclu de la présidentielle, repasse à l'offensive. Et puis retour en France pour observer un sondage concernant les opinions politiques des adolescents, une étude qui démontre quelques clichés. Contre-feu sur l'affaire Epstein, transformer un compromat de l'élite mondialisée en fraude fiscale, c'est le tour de passe-passe, c'est le cas de le dire, auquel s'adonnent les médias du système en couinant et alertant sur les dérives complotistes. Explication tout de suite. On connaissait la vengeance de la momie, on a désormais la démission de Jack Lang. Cramponné à l'Institut du monde arabe depuis 2013, l'ancien ministre de la Culture, âgé de 86 ans, a démissionné samedi après les premières secousses de l'affaire Epstein. Une bonne chose, effectivement, les personnalités publiques qui traînent dans des affaires un peu louches comme ça, c'est pas une bonne image ni pour l'Institut du monde arabe, ni d'ailleurs pour lui personnellement, et même pour la France. Il vaut mieux que les personnalités qui soient dans des affaires comme ça s'écartent des postes à responsabilité, etc., notamment dans le public. Je pense qu'il faut qu'ils se mettent en retrait justement pour éviter pas de salir, mais au moins qu'on n'en parle pas, que ça n'ait pas une répercussion négative sur l'institution. Ce lundi, le nom de Jack Lang apparaissait, fait du hasard, 666 fois dans les fichiers publiés par le département de la justice américain. Les occurrences fondent donc comme neige au soleil car des documents sont retirés petit à petit quand ils semblent trop compromettants. La semaine dernière, le phénomène s'était déjà produit avec le nom d'Ariane de Rothschild. Mais ni la démission de Jack Lang ni le récit médiatique ne doivent cacher les véritables dessous d'une affaire bien loin d'avoir livré tous ses secrets. En effet, si l'on entendait les médias ce lundi, on comprenait que Jack Lang, sa fille Caroline et Jeffrey Epstein étaient en cheville pour des affaires de gros sous. En effet, les deux sont finalement visés par une enquête pour fraude fiscale en France. Ce lundi matin, Emmanuel Macron a d'ailleurs réagi à la démission de l'ancien proche de Mitterrand. Il a pris sa décision, il l'a fait valoir en conscience, je pense que c'est la sienne. Nous avons pris acte de celle-ci. Le minimum syndical pour le président français, lui-même cité dans les dossiers Epstein sans être directement compromis. Ce dernier tente d'ailleurs de mettre à distance l'affaire Epstein comme il le peut. Manifestement, il avait un système qui était très large, qui justifie que la justice fasse son travail de manière indépendante et dans le calme. Et après, je vois aussi le déballage de tous les éléments qui ont été révélés, qui sont, je pense, très durs à vivre pour les victimes, pour leurs avocats, ceux qui les défendent. Pratique, mais glissant en effet dans la mesure où Jeffrey Epstein disposait d'un magnifique pied-à-terre sur la célèbre avenue Foch à quelques pas des Champs-Élysées à Paris et que tout indique que des abus sexuels en tout genre ont pu avoir lieu en ces lieux, on s'étonne de voir la justice française ne s'intéresser subitement qu'aux affaires financières avec cette enquête sur les petits arrangements fiscaux de Jack et Caroline Lang. Le petit bout de la lorgnette qui permet aussi aux journalistes du système de continuer à crier au complot face à ceux qui pointaient du doigt depuis longtemps les agissements d'une hyperclasse mondialisée au-dessus des lois. Pourtant, si l'affaire Epstein révèle argent sale, trafic en tout genre, combine de défiscalisation et j'en passe, c'est aussi et avant tout une histoire de corruption, de compromission, de compromat, comme on dit à l'Est. Pour faire simple, tout le monde se tient par le secret de ce qui se déroule dans des soirées dégénérées organisées par Jeffrey Epstein et sa clique. De quoi faire chanter et obtenir à peu près tout, aussi bien sur le plan financier que sur le plan politique et même géopolitique. Et si en France, c'est Jack Lang qui finit par sortir de la vie publique, en Grande-Bretagne, c'est le très honorable Peter Mandelson, conseiller de Tony Blair et figure du Parti travailliste, qui a d'abord fait les frais des révélations des dossiers Epstein, le poussant à la démission la semaine dernière, avant d'être suivi par Morgan McSweeney, le directeur de cabinet de Keir Starmer, le Premier ministre britannique actuel, qui se reprochait d'avoir conseillé Mandelson à son patron, puis encore Tim Allen, le directeur de la communication du 10 Downing Street. Visiblement, on comprend les
répercussions politiques plus vite à Londres qu'à Paris. Il n'en reste pas moins qu'une large part de l'affaire Epstein est toujours tenue au silence pour le moment. En effet, si 3 millions de documents ont été publiés par le département de la justice américain, c'est à peu près les 2/3 de ce qui existe sur l'affaire. Le dernier tiers représente évidemment les documents les plus accablants, comme l'expliquait le procureur général Todd Blanche lors de la conférence de presse organisée à l'occasion de la publication du dossier. Je voudrais aborder ce que nous n'avons pas produit, les catégories de documents identifiant personnellement les informations des victimes ou les dossiers personnels et médicaux des victimes et autres dossiers similaires dont la divulgation constituerait une atteinte clairement injustifiée à la vie privée. Toute représentation de matériel pédopornographique ou de pornographie infantile a évidemment été exclue. Tout ce qui pourrait compromettre une enquête fédérale en cours. Et enfin, tout ce qui représente ou contient des images de mort, de violences physiques ou de blessures n'a pas non plus été produit. Toutes les images de violences physiques et de pédocriminalité ont donc été exclues des publications. Si Todd Blanche a fait ces précisions, c'est donc parce que l'affaire Epstein relève aussi de cela, n'en déplaise aux médias du système. D'ailleurs, il n'y a pas de place pour le doute quand on lit notamment le courriel d'une certaine Peggy Segal, attachée de presse américaine, qui raconte son voyage au Kenya à Epstein, en proposant ensuite de lui ramener, je cite, « un bébé ou deux, des garçons ou des filles, comme Madonna ». Fin de citation. Il est encore bien difficile de comprendre tous les tenants et aboutissants de cette affaire mondiale et nul ne peut savoir si nous ferons un jour toute la lumière sur ce sombre scandale. Il est toutefois une certitude à ce jour, l'affaire Epstein n'est certainement pas une simple affaire de fraude fiscale, comme voudraient le faire croire les autorités françaises. En Roumanie, l'affaire Georgescu est loin d'être terminée. Alors qu'il aurait dû remporter la présidentielle de 2024, Călin Georgescu se retrouve désormais devant les tribunaux pour atteinte à l'ordre constitutionnel. Mais le rapport du Congrès américain sur l'ingérence de Bruxelles lui donne un argument qui tombe à point nommé, le décryptage de Nicolas de Lamberterie. L'onde de choc du rapport du Congrès américain sur l'ingérence bruxelloise dans les processus électoraux en Europe n'est toujours pas retombée, et en tout cas certainement pas en Roumanie. En effet, souvenons-nous, fin 2024, l'élection présidentielle, qui avait vu l'arrivée surprise du candidat souverainiste Călin Georgescu en tête du premier tour, avait été in extremis annulée par la Cour constitutionnelle sous prétexte d'ingérence russe, le tout sur le fondement de dossiers classés secret défense. Entre-temps, le fisc roumain avait rapidement révélé que les réseaux sociaux TikTok, qui avaient boosté la campagne de Georgescu, avaient en réalité été financés par un parti concurrent, en l'occurrence celui du président sortant, afin de diviser les voix entre les différents candidats de la mouvance souverainiste. Sauf que la manip avait trop bien marché et elle avait propulsé Georgescu en tête de l'élection et en position favorable pour l'emporter. L'élection avait été rejouée au printemps 2025, sans Georgescu, interdit de candidature, et entre-temps, c'est Călin Georgescu qui se retrouve devant les tribunaux pour tentative d'atteinte à l'ordre institutionnel roumain, par ceux-là même qui y ont porté atteinte. Les séries d'audiences interminables et à répétition au tribunal donnent à chaque fois l'occasion pour les supporters de Georgescu de se réunir nombreux, en extérieur, en dépit du froid hivernal, et maintiennent donc une certaine pression. Et c'est au milieu d'une série d'audiences que le rapport du Congrès américain sur les ingérences bruxelloises est tombé à pic, donnant l'occasion à Georgescu de redemander de nouveau la déclassification des dossiers ayant conduit à l'annulation du scrutin. În același timp, reiterez alături de poporul român. Ensemble avec le peuple roumain, je réitère ma demande, la demande de déclassification des dossiers de la réunion du Conseil suprême de la défense nationale et de la réunion informelle de la Cour constitutionnelle qui ont précédé l'annulation des élections le 6 décembre 2024. Je demande aussi la déclassification de tous les documents des services de renseignement qui se sont coordonnés pour conduire à l'annulation des élections. Tous ces documents doivent être déclassifiés à partir du 24 novembre 2024, car le système avait été pris totalement au dépourvu par le réveil des consciences du peuple roumain. A fost luat prin surprindere de trezirea în conștiința poporului român.
Selon Modeste Schwartz, spécialiste de la Roumanie, il ne faut pas y voir pour autant une volonté américaine de contester les actuels dirigeants en poste à Bucarest, mais simplement une pression exercée par les républicains sur Bruxelles. Alors, on ne peut pas dire que ce soit une grande nouveauté. Le rapport est très certainement beaucoup plus détaillé que le discours de Vance à l'époque à la conférence de Munich. Mais bon, le fond du propos est le même. Les républicains aux États-Unis considèrent que l'Union européenne est sur une pente autoritaire, voire totalitaire. Il se trouve que ce rapport détaille ces évolutions en citant un certain nombre de pays, dont la Roumanie, donc où l'Union européenne se serait rendu coupable d'ingérence politique. La droite américaine, à travers ce rapport du Congrès, a, je pense avant tout, voulu mettre un peu de pression sur son partenaire bruxellois dans le cadre d'un certain nombre de négociations qui sont menées sur divers thèmes dont l'importance dépasse en général de loin celle de la Roumanie sur l'échiquier mondial ou même européen. Quand on connaît le pays, on se rend tout de suite compte qu'un système, que ce soit un président ou un gouvernement en place à Bucarest contre la volonté explicite de Washington, ça n'est tout simplement pas possible. Donc si Trump voulait vraiment se débarrasser de l'équipe actuellement aux commandes à Bucarest, ça serait déjà fait. Ça prendrait pas très longtemps. Et donc ce genre de rapport n'est de toute évidence pas l'instrument d'une telle volonté. Ça, je pense que Călin Georgescu le sait mieux que quiconque. Et le tout intervient dans un contexte tendu en Roumanie, puisqu'au terme des cycles électoraux de 2024-2025, le nouveau gouvernement, qui ne tient qu'à un fil, a entamé une politique d'austérité brutale dans le pays, avec une dégradation significative des conditions de travail et des réductions drastiques de la rémunération de nombreux employés du secteur public comme les enseignants ou les cheminots. Un contexte relativement tendu. On menace de grève, on annonce des manifestations du fait de la politique d'austérité absolument féroce menée depuis bientôt 1 an par Ilie Bolojan à la tête du gouvernement. Donc effectivement, en Europe de l'Ouest et chez des gens qui ne connaissent pas beaucoup la Roumanie, ça pourrait donner l'impression que des événements de grande ampleur seraient sur le point de se produire là-bas, ce qui à mon avis n'est pour l'instant pas le cas. Ça pourrait finir par bouger, peut-être encore dans le courant de cette année, mais ça m'étonnerait que ça se produise maintenant et simplement parce qu'il y a eu ce rapport du Congrès américain suivi de cette déclaration de Georgescu. Et surtout, le cas roumain et la question des réseaux sociaux pose, selon Modeste Schwartz, une question d'ordre beaucoup plus général. Les citoyens, les électeurs, doivent-ils être considérés comme des enfants mineurs, pour ne pas dire des arriérés, si l'on peut considérer que le fait qu'ils aient été exposés à une propagande peut amener à invalider leur vote ? Imaginons qu'en plus c'est vrai, effectivement les Russes ont été très malins, ils ont réussi, gna gna gna, et donc ce que raconte TikTok à la commission du Congrès, c'est faux. En fait c'est Macron et Nikouchor qui connaissent la vérité, d'accord. Si on accepte ça, ça veut quand même dire qu'on a déjà accepté à la base de la réduction de l'électeur roumain au statut d'enfant mineur. Parce que du coup, il suffit qu'il ait vu un truc qu'il n'aurait pas dû voir. Et hop, il vote de façon irresponsable, c'est-à-dire qu'un juge peut à un endroit, non ça va pas là parce que il était sur le mauvais compte TikTok et donc voilà. Et à partir de là, de toute façon, suffrage, démocratie, tout ça, tu dis au revoir, c'est fini. Aujourd'hui encore, Georgescu en a remis une couche, déclarant publiquement que l'actuel président de la Roumanie, Nicoșu Dan, ne représente que la Roumanie parallèle et non pas l'État roumain. Une chose est certaine, la cassure causée par le putsch de décembre 2024 n'est toujours pas refermée en Roumanie et les euromondialistes n'ont pas encore fini d'en colmater les brèches. Les adolescents s'intéressent-ils à la politique française ? Un sondage s'est penché sur les opinions des 15-17 ans et les réponses ne vont pas plaire à la Macronie ni à la gauche. Renaud de Bourleuf. On ne trouve pas les politiques sérieux quand on a 17 ans. Début février, l'Institut de sondage IFOP a publié une radioscopie politique des adolescents de 15 à 17 ans. 45% des jeunes interrogés déclarent ne se sentir proches d'aucun parti politique, soit une proportion près de 2 fois supérieure à celle des adultes, qui est de 25%. L'IFOP note aussi une indifférence à l'égard des positionnements idéologiques plus marquée qu'il y a 30 ans.
35% des jeunes ne se situent pas politiquement sur l'axe gauche-droite, le double par rapport à 1994. Mais un enseignement retient l'attention dans cette étude. Parmi les adolescents s'identifiant au clivage politique traditionnel, c'est la droite qui l'emporte avec 56%. Une bascule en 1994, et les mêmes sondages avançaient que 54% des adolescents étaient de gauche. Plus précisément, au sein des jeunes sympathisants de droite, le Rassemblement national l'emporte largement avec 15% des 15-17 ans, devant LR avec 4%, tandis que les autres formations dites d'extrême droite, sans plus de précision, totalisent 3%. À gauche, LFI, les écologistes et le Parti socialiste se disputent la prépondérance avec, respectivement, 9, 8 et 7%. En revanche, le centre ne semble pas séduire les adolescents. 2% des adolescents se disent sympathisants Renaissance, tandis que les autres formations du centre ne rassemblent que 1%. Alors que le terme dégauchisation est employé par les auteurs de l'étude, le directeur du pôle politique de l'IFOP, François Cros, revient sur ces données. C'est surtout qu'il y a une dégauchisation, puisqu'en réalité, en fait, les jeunes se situent à gauche restent à peu près au même niveau, mais c'est surtout les gens qui se disent de gauche qui, eux, sont de moins en moins nombreux. De quoi faire réfléchir de nombreux politiques de gauche quant à cette promesse électorale si séduisante pour un jeune public du droit de vote à 16 ans. Souvenez-vous, pendant la campagne présidentielle de 2022, je mettrai en place ce droit de vote à 16 ans parce que je pense que c'est très important que les jeunes, très tôt, puissent avoir accès à ce droit citoyen. Il n'y a pas d'autre pouvoir. Moi, ce que je veux, c'est que le premier vote ait lieu dans le cadre du lycée. Mais peut-on pour autant dire que la jeunesse refuse maintenant de céder à la démagogie facile ? Toujours selon l'IFOP, la première source d'inquiétude des jeunes est aujourd'hui la guerre. Le climat n'est donc pas en tête. Et poursuivons à présent avec l'actualité en bref en France. Parti sans préavis, la saga Mabrouk continue de secouer les couloirs de CNews. Vendredi, la journaliste formée par Jean-Pierre Elkabbach a donné sa démission de la chaîne où elle officiait depuis 2017 en raison du maintien à l'antenne de Jean-Marc Morandini, malgré ses condamnations pour corruption de mineurs. Un départ en mouvement puisqu'une dispute aurait éclaté sur le plateau de la rédaction entre Sonia Mabrouk et le directeur général Serge Nedjar. Réputé autoritaire et colérique, ce dernier aurait lourdement invectivé la journaliste. Preuve que le conflit est bien avec celui qui n'hésite pas à recadrer ses chroniqueurs, Sonia Mabrouk continue d'officier chaque matin sur la matinale d'Europe 1, radio du groupe Bolloré à l'instar de la chaîne CNews. Vendredi toujours, Mediapart révélait qu'une autre plainte pour tentative de corruption de mineurs visait encore Jean-Marc Morandini, mais les faits sont prescrits. La guerre partout. Dimanche, un exercice militaire d'une ampleur exceptionnelle appelé Orion 26 a commencé. Pendant 3 mois, plus de 12 000 militaires français, 25 navires, 140 avions et 1200 drones seront mobilisés dans cette simulation de conflit de haute intensité. Ce doit être l'illustration de la capacité collective à agir, commander et coopérer dans le cadre d'un scénario fictif mais réaliste. Et précisément, quel est ce scénario ? Eh bien, un pays fictif appelé Arnland et correspondant à la carte de la France qui est attaqué par un autre pays appelé Mercure. Mercure étend son influence. S'appuyant sur des milices tantales, il a gangréné Arnland et conquis plusieurs territoires. Évidemment, le pays agresseur appelé Mercure vient d'Europe de l'Est, un message totalement assumé par le général Pellistrandi. Une nouvelle démonstration de la volonté de faire peur aux populations. Démontrer que nous avons la volonté, les capacités et que nous sommes prêts à répondre à toute menace. La Russie, qui va observer cet exercice, va très bien comprendre le message. Une union des droites qui ne marche pas avec la droite centriste, alors que le président du RN, Jordan Bardella, a affirmé samedi que des alliances avec LR étaient envisageables dans certaines municipalités. Xavier Bertrand et Michel Barnier ont catégoriquement refusé tout accord. L'ancien Premier ministre Michel Barnier considère que LR doit se concentrer sur l'alliance avec le centre. C'est vrai que ça leur permet de gagner. Pour Jordan Bardella, l'enjeu était d'éviter que certaines communes passent à l'extrême gauche lors des élections municipales. Le procès des Gilets jaunes matraqués s'ouvre. Ce lundi, 9 CRS comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris pour violences volontaires avec circonstances aggravantes. Le 1er décembre 2018, 3e samedi des Gilets jaunes, ils avaient matraqué et frappé à coups de pied plusieurs manifestants. Ceux-ci étaient entrés dans un Burger King du 17e arrondissement pour échapper au gaz lacrymogène. Les CRS ne les avaient alors pas laissé le temps d'évacuer les lieux. Lors de ce 3e samedi, la répression avait été particulièrement violente. 318
gilets jaunes avaient été placés en garde à vue et 263 blessés avaient été recensés. Et à présent, l'actualité internationale. Le dialogue se complique entre Washington et Téhéran. Dimanche, le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que son pays ne renoncerait pas à l'enrichissement d'uranium en dépit des demandes répétées du président américain Donald Trump. Personne n'a le droit de nous dicter notre conduite. Si l'Iran insiste sur notre enrichissement, c'est parce qu'il refuse toute domination. Même aujourd'hui, leur déploiement militaire dans la région ne nous effraie pas. Nous sommes un peuple de diplomatie, nous sommes aussi un peuple de guerre. Mais cela ne signifie pas que nous recherchons la guerre. Au contraire, nous sommes prêts pour la guerre afin que personne n'ose nous attaquer. Le ministre iranien a fustigé un manque de sérieux des États-Unis dans leurs négociations. Il a toutefois affirmé que l'Iran pourrait envisager une série de mesures de confiance concernant le programme nucléaire, en contrepartie d'une levée des sanctions qui minent le pays. Israël se répand davantage sur la Cisjordanie. À quelques jours d'une importante rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche, le cabinet de sécurité israélien vient d'étendre son autorité sur la zone palestinienne en réformant le droit foncier. Les ministres d'extrême droite Bezalel Smotrich et Israel Katz ont en effet décidé que l'autorité palestinienne n'aurait plus le droit de construire des habitations. Le tombeau des patriarches sera quant à lui soumis à l'administration militaire israélienne. Le cabinet a également aboli une ancienne loi jordanienne afin que les terres puissent être acquises par les citoyens juifs. Bezalel Smotrich a déclaré qu'il voulait tuer l'idée d'un État palestinien, et pas seulement l'idée. Une Union européenne incapable de protéger l'économie face à la concurrence chinoise, c'est la conclusion d'un rapport du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan. Ce lundi, le Haut-Commissaire Clément Beaune a jugé que les mesures auxquelles Bruxelles travaille sont clairement insuffisantes. L'Union européenne sous-estimerait l'importance d'un rouleau compresseur chinois dont la concurrence s'étend à de très nombreux domaines, le textile et la consommation de biens bas de gamme, mais aussi maintenant l'intelligence artificielle et la défense. Clément Beaune propose un droit de douane européen global de 30% face à la Chine. Prochaine étape, il pourrait s'intéresser à l'Amérique du Sud. La vague populiste se retire au Portugal. Dimanche, à Lisbonne, le candidat socialiste António José Seguro a remporté l'élection présidentielle avec 66% des voix face au député national André Ventura. Les deux candidats étaient au coude à coude au premier tour avec 33% des voix pour André Ventura et 31% pour António Seguro. Le scrutin aura rebattu les cartes du Portugal, longtemps dominé par un centre-gauche, un centre-droit européiste. La remise en question de l'Union européenne et l'immigration massive sont maintenant des préoccupations populaires. Avec son parti Chega, qui signifie en portugais « ça suffit », André Ventura s'est imposé comme un acteur clé de la scène politique. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Politique et Écho. Pierre Bergerot reçoit l'économiste Laurent Isard pour évoquer la croissance française, lanterne rouge de la zone euro. Selon Eurostat, la zone euro a connu une croissance d'environ 1,5% en 2025 contre 0,9% en 2024. De quoi parle-t-on exactement? Est-ce qu'il s'agit d'une reprise réelle ou d'une simple amélioration statistique? Ouais, déjà, je pense que la première chose, c'est qu'il faut relativiser cette croissance. Alors, on se réjouit aujourd'hui d'une croissance à 1,5%. Il faut bien voir qu'il y a encore quelques années, on attendait des taux de croissance qui tournaient plutôt autour de 3%, 4%. C'est ce qu'on nous avait promis quand on a voté pour Maastricht dans les années 90. Vous aurez le plein emploi, la croissance, 1,5, voilà. C'est quand même pas lourd, quoi. Ouais, on considère en général dans la théorie économique que pour améliorer les chiffres du chômage, par exemple, il faut un minimum de 2%. Or là, on est à 1,5. Alors effectivement, c'est peut-être un peu plus que ce qu'on attendait, mais ça reste une croissance relativement limitée par rapport, par exemple, aux 3 à 4% de l'Afrique francophone, par rapport aux 5, 6, 7% de la Chine et par rapport aux 3 à 4% des États-Unis. Donc oui, c'est un bon résultat par rapport à ce qu'on attendait, mais c'est aussi un résultat relativement faible par rapport au reste du monde. Et nous sommes dans une économie mondialisée, donc il faut raisonner à l'échelle mondiale, pas à l'échelle européenne. Demain dès 7h, découvrez notre nouveau Zoom. Jean-Jacques Velasco, ancien directeur du GEPAN, le groupe d'études des phénomènes spatiaux non identifiés, présente son enquête sur le mystérieux crash à Roswell aux États-Unis en 1947. Exactement, 12 témoins qui ont été rapportés par des témoins qui ont constaté soit sur les lieux, comme des militaires qui l'ont constaté, soit par hasard. Un peintre en bâtiment, par exemple, qui se trouvait ce jour-là en train de repeindre une façade, voit arriver devant l'hôpital
des soldats qui étaient accompagnés par un petit être qui, en fait, est rentré dans l'hôpital. Et il s'avère que un certain nombre d'autres témoins qui sont allés par la suite observer dans un hangar où il y avait à la fois l'objet et des corps qui étaient sur des chariots. En fait, ils ont observé un certain nombre de corps qui ont été décrits comme des êtres qui étaient anthropomorphes, qui étaient de petites dimensions et qui avaient à peu près les mêmes caractéristiques que les humains, sauf qu'ils avaient une tête un peu plus volumineuse. En général, ils avaient des yeux en forme d'amande, d'où un peu l'image qu'on a aujourd'hui de ce qu'on dit les petits extraterrestres, les petits hommes verts, mais qui ressemblait tout à fait à la description qu'en ont fait tous ces témoins. Voilà, c'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.